Cette vidéo est rendue possible grâce aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Ceux qui participent au Tipeee entrent automatiquement dans le tirage au sort du mois en cours, et en ce moment vous pouvez gagner un magnifique bol en stéatite réalisé par Jake de Wormcrafts. Merci à lui et merci à vous. Je suis enfin allé voir The Northman au cinéma et ce que j'en retiens, c'est qu'il est de loin le film le plus historique que j'ai eu la chance de voir concernant les Vikings. Salut à tous, c'est Tommy, je fais la reconstitution historique scandinave période viking depuis 2015 et aujourd'hui je vais vous présenter mon analyse historique du film The Northman de Robert Eggers. Après l'avoir visionné, c'est parti. J'avais déjà donné pas mal de détails en visionnant la bande-annonce, donc je vais essayer de pas trop me répéter, mais je vous invite bien sûr à aller voir la vidéo que j'avais sortie à ce moment-là. Et oui, je vais spoiler sévèrement le film, donc vous êtes prévenus. Pour commencer, les costumes sont globalement très cohérents, notamment on remarque que les pauvres et les esclaves ont des vêtements avec des couleurs plutôt sobres, des choses comme ça. Ils sont souvent rapiécés, sans grande extravagance. Alors que les riches ont plusieurs couches de vêtements, ils ont des couleurs plus vives, plus riches entre guillemets, ils ont des bijoux, et tout ça c'est fait à la main, ce qui est vraiment remarquable parce que, à part les reconstituteurs et les costumiers, personne ne s'en sera rendu compte, donc bel effort. Les formes et les matières sont en accord avec les sources, donc c'est sûrement principalement du lin et de la laine, et lorsqu'on voit de la fourrure, elle est correctement employée, donc par exemple en décoration de cape ou en varafelder, donc c'est-à-dire en laine brute cousue sur un vêtement, comme ici sur cette reconstitution, et oui, c'est bien rose sur la pièce de fouille. En faisant quelques recherches au hasard des posts sur les réseaux, j'ai appris que beaucoup des accessoires et costumes ne sont pas commandés à des accessoiristes ou costumiers de cinéma, mais à des artisans de reconstitution historique. Donc ce sont les mêmes chez qui nous-mêmes on se fournit en reconstite. C'est le cas par exemple des cottes de mailles, des galons, des bijoux, de certains boucliers aussi, et probablement d'autres choses que j'ai manquées. Niveau lexique, il n'est jamais fait mention du mot viking, toujours Northman, et c'est cohérent parce que les hommes du Nord ne s'appelaient sûrement pas vikings entre eux, d'autant plus que tous les Scandinaves ne sont pas forcément vikings, et les vikings représentaient seulement une toute petite portion de la population. Là, le vocabulaire utilisé est beaucoup plus d'époque, ils utilisent des mots comme Valhöll ou Ofin par exemple, donc très bien. Par contre, il y a quelques erreurs niveau lexique, par exemple Hell au lieu de Helheim, et comme le Métatron en parlait dans une de ses vidéos, le fait que les portes du Helheim soient appelées les portes de feu, c'est pas forcément logique, et c'est sûrement une façon christianisée de voir les choses, donc je mettrai un lien vers sa vidéo si vous l'avez pas encore vue. Après, c'est peut-être une vision tirée de saga ou d'écrits postérieurs à la période viking, c'est d'ailleurs le cas de la manière de représenter les Ulfednar ou Berserkir, tout droit tiré de représentations tardives, comme celle de Snorri Sturluson qui est sûrement la plus connue et qui date du XIIIe siècle. Aujourd'hui, ce sont des représentations contestées, même si j'avoue que ça m'a pas réellement gêné dans le film, parce que c'est assez bien amené et c'est totalement cohérent avec le récit. D'ailleurs, petit aparté concernant la réalisation, allez voir ce film, il est super bien réalisé. Les plans sont magnifiques, il y en a tellement qu'on a envie parfois juste de faire pause pour regarder les paysages et les belles lumières, mais c'est pas possible au cinéma. La mise en scène est top, les très nombreux plans séquences sont excellents et ça donne un vrai sentiment de réalité et d'immersion. Le montage est fait au millimètre, les musiques sont très immersives et plutôt crédibles, et les dialogues et les acteurs sont très bons. Donc allez voir ce film si c'est pas déjà fait. Sinon, revenons sur le contenu historique et notamment les Ulfednar, qui sont aussi appelés plusieurs fois Berserkir de manière interchangeable, même si le terme le plus approprié pour les guerriers loups, ce serait plutôt Ulfedin et Ulfednar au pluriel. Et les sources historiques sont assez rares sur le sujet, mais le film s'en approche pas mal. Parmi les sources sur le sujet, il y a par exemple le chant d'Harald qui raconte la bataille de Hafrsfjord, où il est fait mention de Berserkir et de leur place dans l'entourage du roi Harald Harfagri. Et comme je vous le disais déjà dans la vidéo décryptant la bande-annonce, certaines images du film sont tout droit tirées d'une des plaques de Torslunda. Donc c'est une plaque qui a été retrouvée en Suède et qui date de l'ère pré-viking, 6e siècle il me semble. En parlant de pré-viking, il y a plusieurs éléments qui sont tirés de sources antérieures à la période viking, comme par exemple une partie du costume de la Valkyrie qui était beaucoup critiquée. Donc elle porte un spangenhelm type Baldenheim avec des paragnathides, donc les couvre-joues. Et c'est un casque qui est très courant au tout début du Moyen-Âge. Elle a aussi les dents limées, et ça c'est une modification corporelle qui existait effectivement à l'époque, même si ça a été retrouvé que chez les hommes. Mais au final c'est pas gênant parce que les Valkyries ont plein d'autres attributs potentiellement masculins. Donc voilà, pas vraiment problème. D'autant plus que la Valkyrie est vue en songe à un moment où Hamlet est au bord de la mort. Donc bon. Voilà, pas gênant. Si on reste sur le pré-viking, on a aussi tout l'équipement du mort-vivant, qu'on appelle aussi Draugr, dans le tertre où Hamlet récupère l'épée mystique, qui s'appelle aussi Draugr.
Et j'ai trouvé que c'était une touche sympathique d'équiper ce drogueur avec de l'équipement ancien, vu qu'il semblait être enterré depuis très longtemps. Même si les épées à anneaux et les protections en lame, donc ce qu'il porte là, ça date plutôt du 7e siècle, et il a un casque qui est du 8e siècle. Et les événements du film se déroulent fin 9e, ce qui veut dire que premièrement, le corps devrait être beaucoup plus décomposé, et deuxièmement, l'Islande où se passe cette scène était alors peuplée de moines hérules. Donc pas vraiment des guerriers avec un équipement d'élite. Voilà, pas super cohérent. Si on oublie ça, l'épée de Roger et son fourreau sont presque des copies de pièces d'époque. Donc super bien réalisé, très beau travail, et je suis curieux de savoir qui a réalisé ces belles pièces. Et d'ailleurs, les épées nommées sont fréquentes dans les sagas, et elles sont généralement attribuées à des personnages légendaires ou voués à devenir légendaires. Sur les pièces archéologiques de la période viking, on retrouve pas mal d'épées qui ont un nom inséré en fer sur la lame, donc c'est vraiment un insert. Et il y a par exemple les Ulfberht qui sont très connus, il y en a d'autres qui ont par exemple des croix, il y en a aussi qui ont un Indominé inséré, et puis d'autres choses autour. Parce que oui, n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas faire de recherche, mais les vikings de la fin de l'ère viking sont majoritairement chrétiens, et en plus ce sont beaucoup de lames carolingiennes ou importées des Francs, donc pas très viking pour beaucoup. Si on revient sur le drogueur, le mort-vivant, Hamlet le tue en le décapitant et en plaçant sa tête en lieu sûr pour qu'il puisse pas revenir à la vie, et c'est une fois de plus corroboré par des sources à la fois écrites et des sources archéologiques, parce que chez les Scandinaves du Moyen-Âge, la peur des morts qui reviennent, c'est une peur bien réelle, et de nombreuses tombes sont préparées, entre guillemets, de sorte à ce que les morts restent morts, notamment en les lestant avec des pierres ou en les clouant au fond de la tombe. Le duel de dénouement est crédible aussi, et d'ailleurs, dans le Landnámabók, donc le livre de la colonisation de l'Islande, il y a beaucoup d'histoires similaires. Chapitre 14, Vam. Thorir s'installa entre la rivière Lax et la rivière Foss, et résidait à Vam. Il y eut un contentieux avec Href le Vieux à propos d'une vache qui était appelée Brynja et dont la vallée tenait son nom, puisqu'elle y broutait accompagnée de 40 vaches qui descendaient toutes d'elle. Href et Thorir combattirent en Thorisholar, où Thorir tomba ainsi que 8 de ses hommes. Parce que ouais, quand on vit sur un caillou désolé au milieu de l'océan et qu'il y a une semaine de bateau jusqu'au continent, on rigole pas avec le bétail. Et au passage, c'est pas du tout écrit dans ce livre, mais c'est un super livre, donc je vous le conseille. À part ça, dans les choses qui m'ont moins plu, il y a certains équipements comme le saxe de Hamlet dans l'attaque du fort russe, tout à fait au début du film. Et c'est un saxe dans un fourreau riche, mais avec un manche de bois de cervidé brut, ce qui n'a jamais été retrouvé. Et pourtant, des couteaux et des saxes, il y en a des paquets. Donc si c'était une chose courante, ça aurait été retrouvé à un moment. Aussi, j'ai trouvé que certaines chorégraphies n'étaient pas très crédibles, notamment le fameux maintien à l'envers à la fin du film, qui a aucun intérêt et c'est pas très sourcé. Et d'ailleurs, on voit bien que le russe qui le frappe à ce moment-là aurait dû le toucher. Oui, parce que quand on tient l'arme comme ça à l'envers et qu'on se protège comme ça avec, quoique je crois que c'était dans ce sens-là, voilà, en fait, on a beaucoup de mal à tenir. Essayez de le faire chez vous, c'est assez compliqué de tenir quand on a un coup qui arrive comme ça. Par contre, si on le fait avec la main dans le bon sens, on peut mettre la main devant soi pour se protéger, et même quand on est au bout de la pointe, c'est beaucoup plus facile de tenir, parce que c'est fait pour, quoi. Ça fonctionne comme ça. Et puis à la limite, si vous avez vraiment envie d'avoir la main en haut et la lame en bas, c'est possible de le faire comme ça. Donc là, j'ai pas beaucoup de place pour vous montrer, mais voilà, c'est possible de le faire comme ça aussi, et du coup, là, comme ça tient aussi. Donc je vous invite à faire l'expérience chez vous. En fait, en vrai, il n'y a aucun intérêt à tenir son arme comme ça, sauf pour certaines escrimes très particulières. Donc par exemple, l'escrime avec les rondellas et les machins comme ça, mais c'est avec des lames très courtes et des lames qui ne tranchent pas, qui sont là que pour mettre des estocs, donc avec la pointe. Et dans ce genre de cas, on va pouvoir éventuellement passer au-dessus de la garde d'un adversaire pour venir taper comme ça. Mais c'est parce que ce sont des armes qui n'ont pas de tranchant. Et parce que c'est dans un cas très particulier, et voilà, c'est une escrime très particulière. Là, dans un cas comme ça n'a aucun intérêt. Certains diront que je critique des tout petits détails, mais bon, au final, il y a assez peu de choses négatives dans cette vidéo, donc vous ne m'en voudrez pas. Si on revient sur les petits détails intéressants, on peut noter les mots récités par la femme qui se fait sacrifier pour être enterrée avec un des fils de Fjolnir, à peu près à la moitié du film. Ce sont mot pour mot les mêmes paroles que celles écrites par Ibn Fadlan, un ambassadeur du califat de Bagdad, dans son récit Voyage chez les Bulgares de la Volga, et il décrit quasiment la même scène au Xe siècle, et aujourd'hui on sait toujours pas si
aussi parler de scandinave, de russe, de bulgare, mais dans tous les cas c'est une touche intéressante pour les initiés. Aussi les maisons, que ce soit au début du film puis en Islande, sont très fidèles à celles qui existaient vraiment à l'époque, et les bateaux également, à quelques détails près comme les planchers des bateaux qui sont un peu étranges. Les boucliers sont très bons aussi, même si certains mériteraient d'avoir l'arrière recouvert et qu'ils sont peut-être un peu petits, et ce qu'on comprend parce que quand on paye des acteurs plusieurs millions, on n'a pas forcément envie de cacher leur visage derrière un bouclier d'1 mètre de diamètre. J'ai trouvé que les scènes de bataille étaient très claires et très fluides et qu'on n'avait pas trop de mal à comprendre ce qui se passait, notamment grâce à des plans séquences. D'ailleurs, on est loin du cliché du viking qui réussit à tuer tout le monde tout seul puisqu'il est forcé d'utiliser la ruse pour arriver à ses fins, ou alors il est accompagné d'autres Ulfednar. Et au passage, j'étais content de voir que les archers qui tirent sur Orvandil tout à fait au début du film ne sont pas des archers montés, ce qui avait été critiqué par certains, mais sont bien des archers à pied, comme le montre la flèche qui passe à la hauteur du visage d'Hamlet, et les archers qui sortent du couvert forestier au moment de l'embûche. Aussi, on avait discuté ensemble dans les commentaires du fait que dans la bande-annonce, on voit un homme habillé en femme, et que c'était pas forcément super cohérent, mais en fait dans le film, c'est expliqué par le chaman, qui est joué par Willem Dafoe, qui raconte qu'il pratique la magie des femmes, ce qui est aussi appelé parfois le cèdre, ce qui est aussi appelé le cèdre, et qui justifie le fait que le deuxième chaman soit habillé en femme. Donc finalement, c'est cohérent. Voilà de nombreux détails qui font que, même si c'est pas un film parfait, c'est à mon avis le film qui montre le mieux les Scandinaves de la période viking, parmi toutes les productions que j'ai pu voir, et comparé à Assassin's Creed Valhalla ou Vikings et Vikings Valhalla, bah c'est juste pas comparable. Après, c'est pas tellement surprenant quand on voit ce que Robert Eggers a déjà fait, notamment dans le film The Witch, qui était le tout premier film d'Anya Taylor-Joy, au passage. Et aussi, on peut remarquer que Neil Price est en conseil historique, et pour ceux qui connaissent pas Neil Price, c'est un des archéologues les plus connus sur l'histoire viking, et il est professeur en archéo et histoire à l'université d'Uppsala en Suède. Aussi, il paraît que le film a été simplifié et remonté pour le rendre plus accessible juste après les premiers visionnages qui n'étaient pas concluants apparemment, et j'espère qu'il y aura une director's cut à l'avenir, parce que apparemment, la première version, il fallait un master en histoire pour comprendre ce qui se passait, donc c'est peut-être pas mal qu'ils aient fait une autre version. Juste avant de finir cette vidéo, je rappelle que ceux qui participent au Tipeee à partir de 1 € par mois sur les mois en cours, là ça sera jusqu'à fin juin, entrent automatiquement dans le tirage au sort pour gagner ça, cette très belle pièce. Donc c'est un bol en stéatite, c'est hyper sourcé, hyper historique. C'est réalisé par Jake de Wyrmcrafts, il travaille très très bien et ce bol c'est quelque chose qu'on voit très peu en reconstite et c'est dommage parce que c'est vraiment super classe. On peut manger avec, on peut le mettre dans le feu pour réchauffer un repas, c'est voilà, super pratique. Le lien du Tipeee est dans la description bien sûr, et si vous participez au Tipeee, un grand merci parce que c'est grâce à vous que je reste motivé pour faire des vidéos comme celle-ci. Voilà, comme d'habitude, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, donc bien sûr on a parlé du Tipeee, mais sinon vous pouvez aussi soutenir la chaîne en vous abonnant, on vient de dépasser les 5000 abonnés, merci beaucoup. Vous pouvez commenter, ça aide toujours à remonter un peu les vidéos dans l'algorithme, vous pouvez partager avec vos amis, vous pouvez mettre des pouces vers le haut, ou même vers le bas, hein, si vous avez trouvé que cette vidéo était nulle. Dans ce cas, mettez-moi un commentaire, expliquez-moi pourquoi. Et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!